Andréane. Hello! Ça marche? Allô? Oui, ça marche. Hello! Hey, je suis contente d'être là. Je suis contente de faire cette présentation-là en français. Ça m'arrive pas souvent. Je suis excitée. Donc là, je vous amène faire le tour du monde. OK? On va voir, on vous parle de piratage. Puis on va adopter une espèce de contexte un petit peu plus macro, un petit peu plus sociaux pour faire changement. Je vous amène avec moi dans ce délire-là. Fait que vous allez voir que je vous présente plusieurs choses aujourd'hui. Okay? Il va y avoir comme plusieurs sections à ma présentation. La première étant un peu la méthodologie derrière, parce que finalement, ça s'est avéré plus difficile qu'on avait anticipé à étudier la vraie origine des pirates informatiques, parce qu'évidemment, il y a toutes sortes de technologies qui cachent leur identité. Donc, je vous parle un petit peu de la méthodologie. Pardon. Ensuite, on va parler des impacts qui vont se situer, des impacts, dans le fond, des facteurs socio-économiques en lien avec le crime. Et ensuite, on va aller plus dans les régions et leur spécialisation un peu là, dans le type de hack ou dans le type de comportement qu'ils ont une fois qu'ils sont rentrés dans la machine. Okay? Donc là, ça va faire beaucoup d'informations, mais je vais m'assurer que vous me suivez à travers tout ça aujourd'hui. Donc, avant de commencer, je vais juste me présenter adéquatement. Donc, Andréane Bergeron, je suis la directrice de la recherche chez GoSecure. J'ai fait mon doctorat en criminologie, donc vous voyez un peu de où part la perspective criminaux et sociologique de tout ça. Je garde des relations très proches avec l'université en tant que professeur associé à l'Université de Montréal. Et bien, je m'implique dans la communauté. Si vous ne connaissez pas NordSec, un événement de cybersécurité à Montréal en mai, vraiment le fun aussi, comme le Hackfest. Je suis membre du conseil d'administration du Canadian Cybersecurity Network. Maintenant, je vais vous expliquer un peu le contexte, okay, de où j'arrive avec ça, puis on parle un peu de la littérature, de qu'est-ce qui a été fait avant. Donc, premièrement, les chercheurs en criminologie vont avoir observé qu'il existe une relation entre le type de crime commis et la situation géographique de l'attaquant ou du délinquant. Dans le cas de la cybercriminalité, bien, ça va se produire, la cybercriminalité va se produire dans des régions spécifiques qui vont avoir une forte concentration de talents, okay? Mais des faibles opportunités socio-économiques. Okay? Les influences, dans le fond, bon, ce qu'on peut comprendre de ça, c'est que les influences un peu géopolitiques bien, vont influencer finalement la décision de commettre un cybercrime. Il existe également une spécialisation du type de cybercrime. En fait, ça s'applique aussi au crime en général, mais là, on parle de cybercrime ici. Mais une spécialisation du type de crime dans certaines régions du monde. Donc, puis l'attribution n'est pas aléatoire, il y a des raisons pour ça derrière. Mais je vous donne des exemples. Par exemple, parce que souvent, la cybercriminalité va être liée aux mœurs, aux coutumes du pays ou à l'histoire un petit peu. Et là, je vous donne des exemples. L'escroquerie romantique, là, les scams, love scams, on va les lier, ils ont été liés en fait par la littérature avec des délinquants originaires d'Afrique de l'Ouest. Ensuite de ça, on a le piratage informatique qu'on va souvent associer à la Russie. Et l'Inde qui semble se spécialiser dans les escroqueries liées au support technique. Et ça, ben, la raison, par exemple, de ça, c'est qu'en Inde, ben, ils disposent déjà d'une infrastructure de centre d'appel qui est là, qui est légitime pendant la journée, mais qui est utilisée à d'autres fins en dehors des heures de travail légitime, finalement. Donc, vous voyez qu'il y a des raisons pour ça, donc, qui expliquent ça. Et c'est un peu ça là, qu'on veut se concentrer et essayer de comprendre autour de ça. Mais je n'ai pas les réponses à toutes les questions aujourd'hui parce que la dernière partie avec les régions du monde et le crime, ben, c'est un travail qui est encore en train d'être développé, mais ça commence une belle conversation, une discussion. Puis si vous avez des takes là-dessus, je vais les prendre très certainement, vous allez voir. Donc, l'obstacle principal à étudier la géographie du crime, surtout dans le cas des cybercrimes, c'est évidemment la technologie qui se met un peu entre nous et l'attaquant, qui ne nous permet pas de savoir exactement c'est qui, il vient d'où et tout ça. Et vous seriez surpris de voir les études qui ont été faites et qui ne prennent absolument pas compte de ça. Ils font juste prendre l'IP puis dire que c'est là que l'attaque vient, dans le fond.
Donc là, ça devient problématique là, parce que dans le fond, ce n'est pas des bons résultats de recherche qu'on a ici. Donc, ce qu'on voulait faire, c'était vraiment de prendre en considération ça, puis d'aller un petit pas plus loin là, dans ces études-là, et minimalement de le prendre en considération, puis d'avoir une meilleure idée que les études précédentes là-dessus sur l'origine de l'attaquant. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de proxy, okay? Parce que là, proxy, ça peut vouloir dire 1000 choses, mais là, je vous donne ma définition pour aujourd'hui. On va s'en tenir à ça. Okay? Ça va être n'importe quel programme, outil, service qui sert à masquer votre adresse IP. Okay? Donc, là-dedans, là, j'inclus tout. Je pense que j'ai fait la liste ici. Là, les réseaux anonymisés, les proxys, les réseaux, les VPN, les centres de données, tout ça. On met tout ça dans le même paquet pour aujourd'hui. Puis, on appelle ça un proxy parce que c'est ce qui cache la vraie IP de la personne. Donc, gardez ça en tête tout le long. Donc là, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, le contexte sociologique de l'étude, c'est un peu ce que je viens de faire, le cadre dans lequel j'ai développé ça. Là, je vais vous présenter la méthodologie de recherche là, pour que vous compreniez de où viennent les données. Je trouve ça vraiment important, à la place de juste pitcher des résultats comme ça, puis tu te dis, mais comment on sait ça? Donc, je vous explique la collecte de données et ensuite de la considération de comment on a fait pour essayer de désanonymiser les proxys, et ça n'a pas été simple. Donc, ça a été une aventure, en fait. Donc, je vous la conte aujourd'hui. Je vais vous en faire part. Et ensuite de ça, on va passer aux facteurs socio-économiques liés au crime. Donc, ça, c'est une recherche avec un article scientifique là, qui est en train d'être publié en ce moment. Et la recherche qui est encore un peu en cours, mais liée à des crimes liés au pays d'origine ou plutôt à la région d'origine. Et ça aussi, c'est intéressant de comment on a fait pour savoir, comment on a fait pour être sûr qu'il venait de là. Donc, c'est plusieurs bases de données, mais ils partent toutes de la même source. Okay? J'ai collecté les informations de la même façon, donc on va commencer par la base. Okay? Où est-ce qu'on a collecté les informations? Donc, avec des honeypots, et c'est avec du RDP. Donc, ça, c'est important de mentionner parce qu'on garde les résultats dans ce cadre-là. Okay? Ça ne s'applique pas nécessairement si j'avais collecté les informations d'une autre façon. Donc, on a utilisé notre outil d'interception RDP qui s'appelle PyRDP, qui fait vraiment beaucoup de choses que je ne vous explique pas aujourd'hui parce que j'ai bien trop de choses à vous dire, mais si vous êtes intéressé par l'outil, c'est open source, il est sur GitHub, vous pouvez l'utiliser. L'information qu'on va retenir de ça principalement aujourd'hui, c'est que PyRDP, attends, tu prenais une photo, tiens. Je te le remets. PyRDP, il va me donner 2 sources d'informations importantes qui m'intéressent, du moins. Okay? Il fait bien d'autres affaires, là, mais là, moi, je n'ai pas le temps de tout faire. Fait que je prends les 2 types d'informations qu'on a ici. Donc, avant la compromission, donc toutes les attaques, toutes les tentatives de connexion à nos systèmes. Et après la compromission, donc une fois qu'ils sont rentrés dans l'ordinateur, qu'est-ce qu'ils décident de faire? Okay? Donc, on va commencer par... Puis, je vais vous parler des 2, parce que j'ai utilisé les 2 types de données, puis ça donne des choses très différentes, en fait. Donc, on va y aller un à la fois, là, je ne vais pas tout mélanger. On commence par, avant la compromission, les attaques sur le système. Comment ça marche? Ça marche avec des attaques de force brute. Donc, l'attaquant va juste essayer toutes les combinaisons possibles de username, password pour essayer d'entrer dans le système. C'est aussi simple que ça. Il n'y avait pas de backdoor, il n'y a pas de surprise, c'est juste ça. Okay? Donc, on a étudié un peu leur comportement, là, leur stratégie, qu'est-ce qu'ils décident de mettre dans leur... évidemment, c'est des listes là, de mots de passe et tout. Mais on a étudié ça, mais là, je l'ai présenté dans le passé. C'est pas ça que je vous présente aujourd'hui. Ce qu'on obtient comme information avec ça, c'est l'adresse IP. L'adresse IP qui veut bien s'afficher, okay? C'est pas la vraie de vraie. Mais on a l'adresse IP, on a les informations que la personne a essayé, là, les credentials, dans le fond, pour entrer. Et on a un timestamp. Je n'ai pas su comment traduire timestamp, là, point dans le temps. OK? OK, c'est bon. Je vais l'ajouter à la prochaine présentation. Donc, le point exact de l'attaque était... Puis on comprend qu'il y en a plusieurs par seconde, évidemment. Donc, comment on fait maintenant avec l'adresse IP pour étudier les proxys? Les études antérieures qui parlent de proxy puis qui parlent de la vraie identité de l'IP, souvent, ils ont été faites avec de l'analyse de trafic. Okay? Mais moi, je n'ai pas ça. Je n'ai pas de l'analyse de trafic. J'ai juste un IP. Je suis pris avec ça. Donc, comment on fait quand on est pris avec juste un IP? On utilise des services de détection de proxy avec des API pour collecter les données.
ça fonctionne. Les services de détection de proxy, ils vont sourcer leurs informations de différentes façons. Je vous donne des exemples. Ils peuvent faire la surveillance, puis là, quand ils en identifient un comme étant un comportement qui ressemble à un proxy, bien là, ils le flaguent dans leur base de données, puis c'est aussi simple que ça, parce qu'ils font de la surveillance active. Si l'emplacement des adresses IP est proche d'un centre de données connu, c'est une information qui pourra être utilisée pour flaguer des proxys comme ça par centre de données. Si l'adresse IP est associée à un fournisseur de VPN, là, c'est assez évident que ça va servir de proxy pour les gens. On est pas mal certain dans ce cas-ci là, que ce n'est pas la vraie adresse. Et il y en a qui font du crowdsourcing. Là, mettons, on demande aux gens de flaguer quand on identifie des comportements. Donc là, c'est dans le fond tous les gens qui flaguent les IP, puis là, eux, ils ajoutent ça à leur base de données. Là, la plupart du temps, ceux-là, comment ils fonctionnent, c'est pas qu'il y a un flag, puis là, ça l'apparaît dans la base, mais quand il y en a plusieurs, là, ils vont l'intégrer. Donc, ça fonctionne de plein de façons. Donc là, la question, c'est on prend lequel? Parce que là, tu sais, on a commencé à regarder ça, puis il y en a en tabarouette des services de détection de proxy. Donc là, il a fallu se poser une question. Laquelle on prend? La question n'était pas non plus... Parce que là, on ne peut pas juste prendre un au hasard. Parce que pourquoi on aurait pris lui et pas l'autre? Tu sais, là, ça devenait une question de recherche là, pour une scientifique. Là, j'étais pris avec ça. Là. Je ne m'attendais pas à me poser cette question-là, mais là, c'était évident que je ne peux pas prendre la première du bord. Là. Je ne peux pas me contenter de ça. Donc, on s'est dit, on va en prendre 3. On va en prendre 3, puis on va les comparer, puis après ça, ils vont nous dire exactement la même affaire, puis on va être vraiment contents, puis on va prendre cette information-là, puis on va faire notre recherche. Simple de même. Okay? Donc, on a choisi 3 API, puis on les a choisis en fonction de la facilité d'accès, le nombre de requêtes autorisées par jour, parce qu'on n'a pas juste ça à faire. Les 3 qui ont été choisis, c'est IP API, IP API.is et IPQS. Les 2 premières datent de 2022, ils étaient assez récentes. Et la dernière était plus vieille, elle datait de 2011. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas été entretenue pendant ce temps-là, mais elle existe depuis plus longtemps. Okay? Et bon, la première était gratuite, elle était plus récente, c'était intéressant. Mais là, on s'est dit aussi, c'est intéressant, la 2 puis la 3, il y a des services payants. On s'est dit, ils sont peut-être meilleurs parce qu'ils ont des services payants qui, tu sais, dans le fond, légitimes, qui viennent avec. Donc, on n'a pas utilisé les services payants, mais on s'est dit qu'il y avait peut-être une autre approche différente. Donc, c'est pour ça qu'on les a choisis ici. Ça, évidemment, là, toutes mes données RDP, sur les 5 dernières années, ils me donnent énormément d'informations. Okay? Et comme parce qu'on étudiait aussi au départ les credentials, puis les credentials, quand je les reçois, ils sont hachés. Là, il faut les déhacher. Là, ça prend du power, hein, ça prend des ressources. Et donc, j'ai été obligée de me concentrer sur un sous-échantillon, finalement, pour procéder à ces analyses-là. Donc, on a pris 3 mois. Et 3 mois, puis là, ma petite blague est ratée, mais genre, beaucoup de ressources, mon ordi est en feu. Il faut que je prenne un juste échantillon de 3 mois. J'ai pas mis mes slides dans le bon ordre. Mais 3 mois, ça équivaut à 3,4 millions d'attaques. Donc, vous comprenez qu'il y en avait pas mal déjà dans mon échantillon. Fait que ça faisait bien pour mes analyses statistiques. 3,4 millions d'attaques, c'est évident qu'un attaquant que je vais considérer un IP dans ce cas-ci, m'attaque plus qu'une fois. Là, ils ne se contentent pas d'une fois. Ils peuvent nous attaquer plusieurs milliers de fois. Donc, quand on les réduit, le nombre d'attaques au nombre d'attaquants ou au nombre d'IP, ce que j'obtiens, c'est 1529 adresses IP uniques. Okay? Donc, c'est là-dessus qu'on a fait l'analyse qui suit. Donc, on a regardé les API. Ils détectaient combien de proxys dans ma liste de 1529. Et là, l'API 3 en flag 4 fois plus que l'API 1. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Puis, vous seriez surpris, ils ne flaguent même pas les mêmes. Fait que, bon, là, c'est sûr que l'API 3, elle datait de 2011. Ça fait bien plus longtemps qu'elle est là, elle peut en avoir flagué bien plus. Mais est-ce que c'est bien d'en flaguer plus? Parce qu'en fait, peut-être qu'il y en a qui ont déjà été des proxys et qui ne le sont plus parce que l'adresse IP a été réattribuée. Fait que c'est pas meilleur, finalement. Je ne pouvais pas juste me fier à ça. Fait que là, on s'est retrouvés devant notre premier, notre pas mal deuxième obstacle.
on a décidé d'utiliser des services payants parce que là, jusqu'à maintenant, au yard les dépenses, on s'était concentré juste sur ceux qui étaient gratuits, en ligne, on a utilisé des API, tout ça. Mais là, bon, on s'est rendu à l'évidence, on va les tester, les services payants, peut-être, en fait, j'espère qu'ils sont vraiment mieux. On en a utilisé 2. VirusTotal, Neustar, parce que pas juste un, encore une fois, pour la même raison que je ne pouvais pas me contenter de juste un service payant. Donc, c'est des sources qu'on connaît. Je suis sûre que vous reconnaissez VirusTotal. Neustar, c'est peut-être un peu moins connu, mais il se concentre sur les détections de proxy et d'IP et tout ça. Donc, on a utilisé les versions payantes et ce qu'on obtient, VirusTotal flag 4% de proxy dans ma liste. Mais là, c'est vraiment pas beaucoup, puis là, je vais vous montrer comparé aux autres. Neustar, lui, en flag 16%. Fait que là, comparé aux autres, on a ça. Fait que je remets mon petit bonhomme, vraiment découragé. Puis encore une fois, c'est pas les mêmes qui sont flagués. Là. Donc, mettons, je peux pas être certain que ceux qui sont flagués par VirusTotal sont légitimes parce que c'est pas les mêmes que dans les autres API. Donc là, je me suis rendu compte que ça marchait pas pantoute notre affaire. Mais comme je voulais étudier le crime qui venait des différentes régions géographiques, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes 5 sources. Parce que là, dans le fond, vous avez le nombre, tu sais, dans le fond, combien de fois mon adresse IP a été flaguée par les sources. Donc, on a 0 fois, 1 fois, puis là, par les 5 API, mettons. Donc, les 5 ensemble, là, ils étaient d'accord sur 1,6% de mon échantillon. Mais là, c'est ça. Comme je voulais étudier le crime avec la bonne région géographique, je me suis dit, je vais prendre juste ceux qu'on est le plus certain qui n'utilisent pas de proxy. Donc, c'est ceux qui ont été jamais flagués comme IP dans aucune de ces bases de données-là. Okay? Puis là, je me suis concentrée sur ce petit échantillon-là. Mais dans le fond, c'est comme une décision de recherche extrêmement conservatrice parce que je voulais être sûre de ce que je disais. Okay? Moi, j'avais besoin d'être certaine là, que ce n'était pas un proxy. Donc, voilà ce qu'on a fait. Donc, c'est là-dessus qu'on va baser les analyses de les prochaines slides. Okay? Donc, les facteurs socio-économiques liés au crime. Ça, j'ai fait ça en partenariat avec Virginia Tech, un sociologue de Virginia Tech, et qui s'intéressait aux facteurs socio-économiques. Donc, on s'est basé sur les 314 adresses IP qui nous restaient dans notre échantillon, mais quand même, ça nous donne des résultats statistiques satisfaisants, là, donc significatifs. Ça, c'est le nombre d'IP uniques par pays, la représentation des pays là, dans cet échantillon-là. Donc, on a 50 pays différents, mais ceux qu'on voit le plus souvent, c'est la Russie, le Vietnam, l'Inde, Bangladesh, Chine. Donc, le Canada n'était pas dans cette liste. Non. Mais on a vu des proxys, par exemple, du Canada et des États-Unis beaucoup. Donc, ici, un tableau vraiment, vraiment plate. Okay? On ne va pas lire ce tableau-là, mais je voulais juste attirer votre attention sur le fait qu'on a regardé 2 choses ici. On a regardé le nombre de tentatives par IP. Moi, j'appelle ça l'agressivité de l'IP. Okay? À quel point il nous attaque. Comment il nous attaque. Oui, c'est ça, le nombre de fois qu'il nous attaque. Et on a aussi regardé le taux de succès sur la compromission. Mais ça, on va se garder un petit je sais pas, une petite gêne dans l'interprétation des résultats parce que nos credentials pour accéder au HoneyPot sont vraiment faciles. C'est genre administrateur, admin. Okay? Tu n'as pas besoin d'être bon là, pour rentrer. Fait que c'est un peu de la chance, je trouve ça. Mais là, c'est mon collègue de Virginia Tech qui tenait vraiment à regarder le taux de succès comme si ça voulait dire quelque chose, mais c'est pas grave. Je vous le montre, OK? Les résultats, je vous le montre. Puis l'autre chose que je veux vous montrer, c'est à gauche, c'est les variables qu'on a regardées. Donc, les variables socio-économiques qu'on a regardées, il y a le PIB, parce que toutes les études en sociologie regardent le PIB pour une raison que je ne comprends pas parce que ça ne donne jamais rien. Okay? Mais nous aussi, on l'a fait parce que les autres le font. Fait qu'on regarde le PIB. On a regardé le taux de chômage, on a regardé le niveau d'investissement dans l'éducation du pays et le niveau de pauvreté, donc le nombre de personnes qui sont sous le seuil de la pauvreté. Et là, pour résumer ce tableau plate-là, je l'ai mis en mots, c'est simple comme ça.
quand le taux de chômage augmente dans un pays, l'agressivité des adresses IP augmente aussi. Quand l'investissement dans l'éducation baisse, l'agressivité et le taux de réussite augmentent. Donc là, dans le fond, en d'autres mots, à mesure que les dépenses en éducation vont diminuer, bon, le taux de réussite de taux de réussite et de tentatives de connexion, oui, augmente. Excusez, je les ai échangés de bord, mais bref, vous comprenez? Vous comprenez mes petites flèches, là? Qu'est-ce que ça veut dire simplement? C'est dans les pays où il y a moins d'opportunités économiques et moins d'éducation, il va y avoir plus d'attaques. Donc, l'origine de l'attaque est plus élevée. Les gens semblent avoir plus, c'est même qu'on interprète ça en sociaux, les gens semblent avoir plus de temps à investir dans des attaques quand ils n'ont rien d'autre à faire, quand ils n'ont pas de travail légitime. Okay? Donc, ça soutient l'argument général selon lequel les variables socio-économiques sont en corrélation avec le comportement de la cybercriminalité, entre autres, plus précisément pour le chômage puis l'éducation, mais pas le PIB. Ça, c'était pas significatif. Mais on l'a testé pareil. Sinon, ça le fait dire, c'est ça qui arrive. Donc ici, j'ai mis en couleur, on est allé un petit peu plus précis dans les pays, l'origine des pays. J'ai mis en couleur ce sur quoi je voulais attirer votre attention de ce tableau vraiment plate encore. Le taux de succès des attaquants venant d'Azerbaïdjan est impressionnant, surtout considérant que la Russie, par exemple, nous attaque beaucoup plus souvent. Donc, on a un taux de succès d'Azerbaïdjan de 36 %, alors que la Russie, 13 %, qui se situe plus dans la moyenne, mais la Russie nous attaque en moyenne là, 5157 fois, alors qu'Azerbaïdjan, 1058. Il y a aussi des pays sans succès, mais ils ne nous attaquent pas beaucoup non plus, là, donc c'est le cas de l'Égypte et de l'Inde. Mais comme je vous disais tantôt, le taux de succès, c'est quand même biaisé ici, là, parce que t'as pas vraiment, c'est pas un gage de sophistication, c'est pas une question d'avoir le meilleur pirate ou quoi que ce soit. C'est plus une question d'avoir la bonne stratégie pour nos creds à nous à ce moment-là. Oui, oui. Dans le fond, nos ordinateurs, nos honeypots sont aux États-Unis. Donc ça, oui, c'est vrai, c'est un bon point que je n'ai pas mentionné. Mais ouais, nos honeypots sont aux États-Unis dans un data center. Donc c'est les États-Unis, mais bon, on voit les mêmes comportements. On en a déjà eu au Canada, c'est à peu près les mêmes comportements, les mêmes sources d'attaque. Mais c'est ça. Donc ils essaient de rentrer dans un système qui se situe aux États-Unis. Ouais, Oui, ouais, c'est ça l'objectif de toute la recherche, c'était vraiment là, j'étais sûre que ceux-là n'ont jamais été flagués comme utilisant des proxys. C'est sûr qu'il peut avoir un biais. Il peut avoir ça se peut que dans le fond, il n'a jamais été flagué, le proxy, là, à aucun moment, puis dans le fond, ça en est un. Mais bon, c'est ce que je peux faire de mieux, moi, en tant que chercheur, dans cette situation-là. Donc là, le type de crime par time zone. C'est que là, j'arrive dans ma dernière. Là, il faut que je surveille mon temps, mais j'ai en masse de temps. Je suis allée bien trop vite. La dernière partie de la présentation, c'est ça. C'était sur le type de crime qui va être commis pour chaque time zone. Jusqu'à maintenant, on a observé les variables macro-sociales, l'impact des facteurs socio-économiques et tout ça. Mais c'est sûr que moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était le crime en particulier. C'est quoi ton comportement criminel avec ça? Donc, on va plonger plus dans le détail des pays, mais là, bon, OK, c'est pas trop clair si c'est des pays, c'est plus des régions, parce que là, c'est ça, c'est pas, vous allez voir pourquoi, là, mais c'est pas si précis, mais ça nous donne vraiment une bonne idée générale. Donc, et là, je vais vous parler, je reviens à mon petit graphique de départ. Tantôt, je vous ai parlé, toutes mes données venaient de avant la compromission. Et là, on est rendu à parler de après la compromission. Donc, une fois qu'ils sont entrés dans mon ordinateur, c'est quoi leur comportement? Qu'est-ce qu'ils décident de faire? Donc, pour cette partie d'analyse-là, je change un peu, la source des données est la même, mais je change un peu, là, je ne suis plus dans mon petit échantillon de 3 mois. On va y aller vraiment plus large. On va prendre les 5 ans
Donc, les 57 millions de logging attempts, parce que là, j'avais plus besoin de craquer les passwords, ils étaient dans mon système. 57 millions de tentatives de connexion, ça l'a donné 1774 connexions réussies. Mais des connexions réussies, des fois, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que des fois, c'est juste des bots qui te scannent, puis là, ils ont réussi, mais ils ne font rien avec ça, puis ils s'en vont. Fait que c'était pas tout intéressant pour mes analyses ici. J'avais 454 sessions enregistrées avec des vidéos de qu'est-ce que l'attaquant fait une fois à l'intérieur. Donc, avec des activités, là, qu'il se passe quelque chose, qu'il y a quelque chose à regarder. Et là, comme j'avais vraiment besoin de savoir toutes les informations par rapport à d'où est-ce qu'ils viennent, ben, je me suis ramassée avec juste 228 sessions avec des infos complètes. Et là, les infos complètes, qu'est-ce que je veux dire par là? Je reviens à mon outil PRDP. En fait, c'est vraiment PRDP ou juste le protocole RDP, okay, nous permet d'aller chercher, une fois que la personne est connectée à l'ordinateur, là, on a l'adresse IP d'apparence, mais on va chercher, dans le fond, le protocole va chercher le vrai time zone de l'ordinateur qui est derrière. Là, il y a peu de gens qui savent ça, donc c'était pas vraiment un secret, mais juste, c'est tellement profond dans la documentation de RDP. Donc, mais là, on l'a leverage ici pour la présentation. On est allé chercher cette information-là et donc là, on était sûr du time zone de l'attaquant à ce moment-là. Là, ça commence à être intéressant, là, nos données, puis comment on peut être sûr de où ils viennent. Donc, là, je vous parle de vidéos. Je voulais juste vous montrer de quoi ça a l'air. Là. Donc, ça, c'est vraiment un attaquant qui est dans notre ordinateur. Il est en train de faire ses activités. Dans le fond, là, ça, c'est une activité de brute forcing. Là. Dans le fond, il rentre, il utilise Mascan pour attaquer d'autres ordinateurs, puis pour scanner d'autres ordinateurs. Fait qu'on voit vraiment là, qu'est-ce qui se passe. Et ça, c'est sûr, il y a bien des choses qu'on a pu analyser avec les logs. Mais quand on a le visuel, des fois, on peut comprendre un petit peu plus là, que, pourquoi ils cliquent à cet endroit-là. Quand on ne voit pas, c'est vraiment difficile. Donc là, il y a des étudiants qui ont observé, qui ont étudié toutes mes sessions enregistrées et qui ont codifié chaque comportement. Donc, ça a pris, vous voyez, il y a du travail derrière ça, là, parce que c'était à peu près des centaines d'heures de vidéos à observer. Donc, c'est de ça que ça a l'air. Donc, c'est vraiment clair là, de qu'est-ce qui se passe et tout ça, qu'est-ce qui tape sur l'écran, tout ça. Donc, quand on regardait les sessions, il y a plusieurs types de comportements qu'on a vu émerger. Ici étant, pas la liste exhaustive, mais la liste de ceux que je vais vous parler là aujourd'hui. Donc, ils utilisent, dans le fond, on se concentre surtout sur les outils qu'ils ont utilisés, okay, parce que ça m'en dit beaucoup sur, ça nous donne un peu la preuve de leurs intentions puis de leur comportement. Quel genre d'outils ils utilisent une fois qu'ils sont rentrés? Donc, on a des outils d'attaque, donc qui servent de faire des attaques de force brute, du scanning, tout ça. On a des outils de monétisation, donc n'importe quoi qui est dans le but de faire de l'argent à travers notre ordinateur. Donc, ça peut être du crypto mining, ça peut être de revendre notre trafic Internet, ça peut être d'utiliser notre trafic, ou ça peut être aussi, j'ai inclus dans cette catégorie-là, des outils de fraude. Donc, quand on envoie là, des emails de masse, là, des spams, des choses comme ça. Ensuite de ça, il y avait des outils de reconnaissance. Donc, on voit que les attaquants rentrent dans le système pour faire que de la reconnaissance. Souvent, ils utilisent des scripts qui sont déjà écrits, puis qui font juste launcher, ils collectent l'information, ils s'en vont. Ça, c'est un exemple de type de comportement de reconnaissance. Ensuite, il y avait des outils d'exfiltration. Donc, dans le fond, juste la sortie de fichiers. Okay? Soit des fichiers de mon ordinateur ou soit ça pourrait être connecté à la reconnaissance dans certains cas. C'est comme le premier exemple qui me vient en tête. Mettons, ils font de la reconnaissance, mais après ça, ils prennent l'information et ils sortent le fichier que ça leur donne. Là. Donc, ça peut être un exemple. Ou ils scannent, ils brute force d'autres ordinateurs et là, ça leur donne une nouvelle liste d'IP à venir attaquer. Bien, ça, ils vont l'extraire de plein de façons. Hein. Puis la façon qui me vient en tête, parce que c'est elle que je pense que j'ai vue le plus souvent, ils vont prendre le fichier, ils vont se connecter à leur Telegram, ils vont prendre le fichier, ils vont se l'envoyer finalement. Là. Fait que ça va compter comme de l'exfiltration dans ce cas-ci. Okay? Et finalement, des outils de download. Mais là, ça peut être toutes sortes de download. Puis là, je peux aller vraiment précis là-dedans. Puis là, ça manque un peu de précision, cette variable-là. Parce que ça peut autant être des films que des outils. Donc là, ils se connectent à mon système. Ils downloadent, mettons, un outil de brute forcing et ils l'utilisent sur mon ordinateur. Ou bien, ils se connectent, ils vont downloader des films pour s'en servir sur
autre chose, finalement. Fait que ça peut être, c'est vraiment, c'est large, là, la catégorie download. Mais bon, on a observé ça. Donc, ce que ça nous donne, là, je vous pitch plein de graphiques, okay, avec plein d'informations dedans, mais on va en faire le résumé à la fin, bien entendu. Donc, les outils d'attaque, on commence par les continents parce que ça me donnait des meilleurs chiffres, puis moi, j'aime ça, les statistiques, c'est ça, les statistiques significatives. Donc, les continents, puis c'est aussi plus facile à voir. Puis là, j'aurais pu vous présenter ce graphique-là là, de 1000 façons. Okay? Je me suis cassé la tête pour savoir comment est-ce que je vous présente ce graphique-là. Mais j'ai choisi lui parce que, je sens qu'il faut que je me justifie. Parce que, tu sais, j'aurais pu vous faire une belle petite tarte, là, puis, tu sais, ça aurait été simple. Mais non, je veux faire ça compliqué parce que, en bleu, c'est les IP qui viennent de ce continent-là qui utilisent cet outil-là dont on parle sur cette slide-là, parce que vous allez voir, il y a beaucoup de slides, donc d'attaque, des outils d'attaque dans ce cas-ci. Et vous pouvez voir, mettons, quel continent va en utiliser le plus par rapport à lui-même, mais aussi, donc on peut comparer les barres bleues, mais après ça, vous pouvez le mettre en perspective parce que s'il n'attaque pas beaucoup, mais que tout est bleu, bien, ça fait une différence que s'il y a une petite barre bleue, mais qu'il attaque vraiment beaucoup. Donc, c'est ça. C'est pour ça que j'ai fait ça de même. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'en Europe, c'est plus proportionnel, disons, que des autres origines. En Europe, on va utiliser plus d'outils d'attaque que les autres continents. Okay? C'est ça qu'il y a à retenir dans ce tableau-là. Mais là, je reste dans mes outils d'attaque et on va aller dans les régions un petit peu plus précises. Et là, c'est ça que le protocole RDP me donne. Okay? Fait qu'il ne me donne pas nécessairement un pays. Des fois, il m'en donne un quand il est sûr. Puis quand il n'est pas sûr, ben là, ça ressemble à genre Eastern Europe. Là, c'est ça. Fait qu'on se débrouille avec ça. On n'a pas d'autre choix, de toute façon. Donc, Central Europe, ça va être... puis l'Europe centrale, là, ce qu'on inclut là-dedans, là, ce qu'on va avoir vu quand moi, je vais voir c'est quoi le pays qu'il y a derrière, on va voir beaucoup de Lituanie, Pologne, République tchèque. Et c'est plus proportionnel, disons, il y a plus de gens de cette place-là qui vont utiliser des outils d'attaque. Okay? Mais l'Eastern Europe qui va... et quand même en utilise vraiment beaucoup. Southeast Asia, puis à la fin, là, la petite ligne au bout, c'est le Western Europe. Donc, dans le fond, les Pays-Bas, okay, c'est eux, ça. Les Pays-Bas, quand l'attaque vient des Pays-Bas, ils utilisent juste des outils d'attaque. C'est quand même intéressant. Donc, il y a une spécialisation ici des Pays-Bas pour les outils d'attaque. C'est ça qu'il faut retenir. On change de type d'outils. Je m'en vais dans les outils de download. Là, je me rends compte que je ne vous ai même pas mis en ordre de la liste que je vous ai présentée tantôt, mais je suis sûre que vous n'en rappelez même pas de toute façon. Donc, les outils de download. On ne se fera pas de croquettes. Donc, le Bangladesh utilise beaucoup d'outils de download comparé à son propre comportement, mais aussi comparé aux autres. Le Maroc, l'Iran, puis Eastern Europe, encore très présent. Mais on voit qu'il y a pas mal... Tu sais, toutes ces régions-là en utilisent. Là, en plus, mon graphique est vraiment biaisé, là, je vous le dis, parce qu'il manque tous les autres pays qui n'en utilisent pas du tout, mais je ne les ai pas inclus parce que sinon, il aurait mesuré 2 km. Là. Donc, on se concentre sur ceux qui en utilisent, mais vous voyez un peu la proportion. C'est comme ça que ça se divise. Voilà. Mais là, comme je vous disais, les outils de download, là, ça serait vraiment intéressant de voir. Parce que là, je le sais, parce que je les ai vus, les vidéos, je le sais que le Bangladesh, c'était beaucoup de download de films qu'ils faisaient. Mais tu sais, ça serait pertinent là, de venir comparer cette information-là, mais c'est pas fait. Okay? Je manque de temps, je vais le faire, j'y arrive. Il va être un jour dans un article scientifique, c'est juste que ça arrive. Ici, on a les outils d'exfiltration. On commence par le continent, puis après ça, dans les régions plus précises. Donc, en Europe, c'est surtout là qu'on va utiliser, qu'on va voir ce comportement-là de retirer des fichiers. Okay? Et là, si on va voir, c'est plus l'Europe centrale, encore plus précisément, qui va avoir ce comportement-là. Donc, encore une fois, Europe centrale, c'est Lituanie, Pologne, République tchèque. Mais il y en a en Eastern Europe, puis en Iran, on en voit aussi. Est-ce que je suis encore correcte dans mon temps? Oui. Utilisation de reconnaissance. Ici, on a le continent, puis après ça, je vous montre en plus en détail. Donc, en Afrique, en Amérique du Nord, en Europe un petit peu, mais c'est comme ça que ça se divise. Et là, si on va plus dans les détails, outils de reconnaissance, beaucoup de Maroc, beaucoup d'États-Unis, Europe de l'Est, Canada. Le Canada, il viendrait apparaître. Et Europe de l'Ouest n'utilise que ça, que des outils de reconnaissance.
il y en a un, il y a une variable qui n'était pas significative, mais elle me paraissait comme pertinente. Les outils de monétisation étaient utilisés 33% par des IP venant de la Russie, 50% par des IP venant de l'Iran. Parce que moi, au départ, c'est surtout cette variable-là que j'espérais qu'elle soit significative. Malheureusement, non. Fait que je me console en mettant une slide. Mais ça nous donne quand même une idée. C'est juste que ça ne permet pas de prédire que ça va venir de ces pays-là, les attaques qui utilisent la monétisation. Donc, en gros, l'impact de l'origine des pays sur l'attaque. Qu'est-ce que ça veut dire, tous ces graphiques-là que je vous ai présentés? Parce que là, ça vous a informé, ça vous a donné plein d'informations sur l'origine de l'attaque et leur comportement. Mais moi, je ne le sais pas, là, pourquoi que le Western Europe, il fait ça, puis pas l'autre. Okay? Donc, si vous avez des idées qui vous ont popé dans la tête, okay, je les prends après la conférence, je les prends, parce que je suis rendue là dans mon analyse à essayer de comprendre le pourquoi ça viendrait de là, mais pas de l'autre. Okay? Donc, encore une fois, c'est un travail qui continue d'être développé. Mais ce que ça nous permet de conclure, ce que je viens de vous présenter, c'est que les pays n'ont pas le même comportement. Okay? Fait que ça, on le sait parce que ça a donné des résultats significatifs statistiquement. Et ça, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Tu sais, so what? Pourquoi qu'on étudie ça finalement? Bien, peut-être d'adapter notre modèle de menace. Vous, si... Là, je dis n'importe quoi, mais mettons que le download sur vos ordinateurs, c'est vraiment pas ça votre problème, que c'est plus des trucs de monétisation. Bien là, vous allez peut-être pouvoir aligner, tu sais, comme souvent, on va utiliser on va bloquer des IP, par exemple. Mais là, si on sait que les IP viennent de cet endroit-là, plus en particulier, mais ça pourra peut-être nous donner des indices là, pour mieux se protéger. Mais là, on est encore embryonnaire dans tout ça. Mais c'est pour ça là, qu'on étudie ça. Et c'est aussi le début de la discussion sur la spécialisation des pays dans certains types de piratage. Donc, c'est à ça que ça sert, ce que j'ai fait là. Et là, pour l'instant, moi, j'ai aucune possibilité de le lier à la littérature scientifique qui existe là parce que le niveau de détail de cybercrime est vraiment trop poussé pour ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Mais ce ne sera pas la première fois qu'on est les premiers, à quelque part. Fait qu'on on va publier ça, puis on va voir c'est quoi les autres qui construisent par-dessus. Mais c'est ça, fait que si vous avez des inputs là, de pourquoi telle région plus qu'une autre, je suis vraiment intéressée. Voilà, donc on s'est rendu jusqu'ici, on a creusé les causes du crime, la réalité connectée aux facteurs socio-économiques. Et là, est-ce que c'est mes conclusions générales okay, de tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui? Les variables socio-économiques sont en corrélation avec le comportement de la cybercriminalité. Donc, on a vu chômage et éducation, ça a un impact sur le fait qu'il y a des crimes commis. On a appris qu'identifier si un IP utilise un proxy, c'est compliqué, mais on a réussi à faire quelque chose quand même. Et avec le protocole RDP, c'est sûr, ça nous aide beaucoup. Les variables socio-économiques, oui, ça, je l'ai déjà dit. Et les pays n'ont pas tous le même comportement de piratage. Donc, ça aussi, on a appris ça, fait que ça n'a pas servi à rien, mes analyses. Donc, c'est ça que j'espère que vous retenez de la présentation d'aujourd'hui. Et je vais conclure en faisant mes petits remerciements parce que je ne suis pas toute seule derrière ça. Donc, je vous en ai parlé, mon collègue de Virginia Tech, un sociologue, qui a travaillé sur la partie avec les facteurs socio-économiques. Je dis aussi merci à Constance Prévost qui a fait son stage avec moi cet été et c'est elle qui était prise avec le problème de quel détecteur de proxy on utilise puis qui était tout le temps confrontée au problème. Mais elle a été une excellente chercheuse dans ce cas-ci, donc étudiante en ingénierie à Concordia. Aussi le Human Centric Cybersecurity Partnership qui a financé une partie de la recherche. Et aussi le Geek Week, c'est organisé par c'est évidemment une semaine d'activités, de trouver des solutions à des problèmes. C'est à Ottawa, ça arrive une fois par année. C'est organisé par le Centre canadien de cybersécurité. Et c'est grâce à eux qu'on a eu accès à des choses auxquelles on n'aurait pas eu accès normalement, qui nous a facilité la tâche pour la recherche. Donc, merci à tous ces gens-là et à toutes ces opportunités-là qu'on a eues là, pour faire la recherche, parce qu'il y avait plusieurs pans à cette recherche-là. J'espère que vous avez tout suivi, tout ça. Et ça va me faire plaisir de prendre vos questions, comme d'habitude. Merci beaucoup. Oui. C'est par curiosité, c'est une question que je me pose depuis longtemps. Est-ce que, par exemple, est-ce que les Russes attaquent aussi les Russes? Est-ce que les Chinois
Mhm. Ouais. C'est une excellente question, mais c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre parce que on a essayé de mettre des honeypots en Russie, mais c'est pas possible. Ils, ils ne nous laissent pas faire ça. Donc, je ne peux pas savoir qui d'autre attaque sauf moi. Je peux juste analyser qu'est-ce qui vient à le trafic qui me vient à moi. Fait que je ne peux pas répondre malheureusement. Oui. Avez-vous pensé à regarder la corrélation entre le MTU, le TCP/MSS, exemple, et l'utilisation de proxy ou de VPN avec les données que vous avez? Parce que souvent, quand tu passes par un proxy ou un VPN, ben, les paquets sont plus petits à cause des headers qui sont ajoutés par les proxys. Avez-vous pensé à regarder ces données-là, peut-être, parce que vous avez de l'information sur les paquets qui vous arrivent? J'ai pas analysé les paquets, fait que je me suis pas rendu là. Mettons, dans la dernière partie là, de la recherche, quand j'utilisais les informations du protocole RDP, j'ai juste regardé les vidéos parce que c'était les comportements qui m'intéressaient, fait que j'ai même pas analysé les logs. Mais dans le futur, ouais, ça serait vraiment Les intéressant. headers, les grosseurs des paquets, puis Ouais, ça vous donne de effectivement. l'information pour essayer de dire, ouais, oui, il est certainement passé par un proxy, puis qu'un TCP/MSS à 1300 quelque chose, exemple, alors que l'autre à 1492, mais c'est une connexion maison directe probablement. Mhm. Ouais, bon point. Merci. Oui. Est-ce que votre honeypot a pu servir de double souffle pour faire un proxy finalement? Puis est-ce que vos honeypots ont été flagués comme étant un proxy dans les différentes régions? Hey, moi, je m'en veux de pas avoir à être allé voir. Maudit. Mais tu sais, c'est un data center, fait que probablement qu'il aurait tombé effectivement dans Proxy. Là. Mais est-ce que, excuse, la première question, c'était est-ce que, pas qu'il a été flagué, mais que. Oui, un jump over host. Ouais. Oui. La réponse est oui. Parce que je le vois, mettons, il va se connecter mettons, il se connecte à ma session RDP, puis là, il se connecte à un autre RDP sur un autre ordinateur et là, performe une attaque. Donc, définitivement. Non, non, c'est le time zone de la première personne qui est rentrée dans le mien, mais lui pourrait utiliser un autre ordinateur, oui, effectivement. Oui, effectivement. Mais là, s'il utilise un autre ordinateur dans un data center ou qu'il utilise un VPN, ben là, on va le savoir avec la méthode qu'on a utilisée là. Mais si, ben, OK, ouais, un gros biais de cette recherche-là à prendre en tête, j'aime beaucoup le cavardage. Si mettons, la personne a utilisé un ordinateur qui était compromis, mais un ordinateur résidentiel, parce que là, ça existe, là, on le sait. Là, il y a des ordinateurs résidentiels qui sont compromis. S'ils passent par là, pour moi, ça me semble une adresse légitime. Là. Je ne le sais pas que c'est un ordinateur compromis. Et ça, on n'aurait pas cette information-là. Fait que ça, à garder en tête dans l'analyse. Mais oui. Ouais. Ouais, j'aurais pu. Non, on s'est pas rendu là. Parce que ben, je me disais, ma première idée, mais je suis peut-être que je suis wrong ici, mais parce que, tu sais, vu que le protocole me donne des fois des régions puis que c'est pas full précis, je me disais, je suis pas pour y dire que c'est en Iran. Tu sais, si j'avais un pays précis, ça répondrait parce que c'est ça qu'ils ont besoin comme information, mais là, je suis pas sûre qu'ils ont besoin de cette information-là, mais ça peut-être que je me trompe. Peut-être que ça serait pertinent, oui. J'y ai pas pensé. Oui. Fait que non, j'ai jamais observé. Ben, OK, c'est pas vrai. J'ai observé une fois. Mais normalement, OK, les attaquants qui se connectent ont vraiment pas l'air de se rendre compte qu'ils sont sur un honeypot. Parce que, tu sais, c'est un réel ordinateur Windows. Tu sais, tout est réel là, là-dedans. C'est pas, mais il y a une fois, une session, c'était vraiment bizarre. La personne s'est connectée. Elle a ouvert. Elle a comme regardé un peu autour. Elle a ouvert un autre pad. Elle a écrit LOL, puis elle est partie. Fait que. J'ai peur que cette personne-là savait. Mon cœur a flippé, je le fuck. Mais après ça, il n'y a pas eu rien d'autre. Puis encore là, je ne le sais pas, je ne suis pas sûre. C'est peut-être quelqu'un qui s'amuse à écrire ça partout, mais c'est ça. Ça venait de la Russie, cette attaque-là. Mais c'est la seule instance que j'ai vue. Oui. Ouais. Mhm.
Oui, puis ça n'a pas rien donné, mais c'est vrai qu'il y a un truc que je voulais mentionner que j'ai pas pensé. Mais tu sais, je vous ai montré un modèle dans le tableau avec une liste de facteurs socio-économiques, mais on en a roulé là, des modèles, là, on en a roulé je sais pas combien, là, avec toutes sortes d'autres variables comme ça, dont la liberté, puis le PIB par capita aussi. On a tout essayé ça, mais c'était pas, ça sortait pas là, dans le modèle, c'était pas significatif, ça prédisait rien, donc on les a pas inclus. Là. Je vous ai épargné tous ceux qui étaient pas, qui étaient pas significatifs. Oui. Non, mais je le prends en note, par exemple, pour l'analyse de tout ça. Ça va être intéressant. Oui, merci. Oui, j'aurais dû mettre leur petite photo aussi. Ouais, c'est ça. Donc, c'était pas des gens, c'était pas des étudiants avec un background en informatique, c'était un étudiant en études policières, puis l'autre en criminologie. Mais c'était pas, ben, mettons, je sais pas si ta question veut dire ils sont pas si bons que ça en informatique, fait qu'ils ont rien compris de qu'est-ce qui se passait. Mais, mais c'est là, c'était, dans le fond, ils prenaient en note les outils utilisés. Puis après ça, nous, on a fait la classification de c'est quoi cet outil-là, il sert à quoi. Puis donc, je pense qu'il n'y a pas de biais ici. Et il y a eu aussi des accords interjuges de fait. Là. Je ne sais pas s'il y a des scientifiques dans la salle, là, mais j'aime bien les accords interjuges parce qu'ils ont vu la même chose. Donc, on a fait des tests là, pour comparer. Ils ne savaient pas lesquels étaient en commun. Ils visionnaient une liste de vidéos. Puis, je pouvais comparer là, s'ils avaient vraiment mis la même chose. Puis, c'était le cas. Donc, ça ne m'inquiète pas du tout. Là, pour moi, c'est bien codé. Ouais. Oh oui. Ben dans ce temps-là, mettons, il écrivait, il y a eu un script de télécharger, puis nous, on retournait voir pour voir à quoi il servait. Oui, c'est ça. Oui, exact. Oui, oui, oui. Ça a tout été double vérifié après. Oui, ouais, ouais. Ben là, je les ai comme toutes mis dans le même, pour l'analyse d'aujourd'hui, là, je les ai toutes mis, mettons, attaque, là, ça incluait Mascan, voyons, Silver Bullet, puis toutes ces affaires-là. Mais c'est vrai que je pourrais là, rediviser là, pour aller voir, là, justement, Mascan, y a-t-il une région du monde plus, où est-ce que c'est plus utilisé? Ouais, ça va définitivement faire partie de la prochaine étape. Mhm, mhm. Oui, parce qu'on en avait des indications qui travaillaient en groupe. Là. Donc, ça va être un truc de plus à aller voir, effectivement. Ouais. Ouais. Oui. Ouais. Ça, c'était. Ben, j'en ai fait une partie de cette analyse-là, mais je ne l'ai pas comparée à. Donc, j'ai regroupé des attaquants sur la base de leur comportement d'attaque comme ça, effectivement, mais je ne me suis pas rendue à les, mettons, à cross-examiner avec cette partie-là de la recherche. Ça pourrait effectivement être intéressant. Justement, si on flag qu'ils se partagent des outils, on l'a fait de d'autres façons, mais là, ça pourrait être ajouté, là, effectivement. Ouais, bon point. Oui. Non, parce que c'est deux. Attends un peu. Dans la base de données. Ok, oui, attends. Je pense que j'ai mal interprété la question. Ouais, 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 ouais. Dans le sens que si lui, ça a été flagué par un proxy, c'est quand que ça a été flagué par. OK. Non, parce que c'est pas tous les outils qu'on a utilisés qui nous donnaient cette information-là. Donc là, ça venait un casse-tête parce que là, lui nous le donne, mais pas lui. Fait que là, c'était.
on n'a pas pris en compte de ces camps qui avaient été flagués comme timestamp. On savait, la base de données, là, mettons, nous disait, on a commencé cette base de données-là en 2011. Ça, on savait ça, mais on ne sait pas c'est quand exactement que l'IP a été flagué dans tout ça. Ça peut faire 2 secondes comme ça peut faire 1 an, là, effectivement. Ouais. Mais non, on ne pouvait pas savoir. Ils ne nous donnaient pas cette info-là. Oui. C'est peut-être une question de news, mais les attaques qui n'avaient pas de proxy, ça donne-tu un indice de la piètre qualité de l'attaquant? J'ai oublié de mentionner un truc vraiment important, merci. On a roulé les analyses, tu sais, pour les facteurs socio-économiques, là, cette partie-là de la recherche, là, on a roulé les analyses avec ceux qui utilisaient des proxys et ça nous donnait la même chose. Donc ça nous a comme confirmé que ça ne faisait pas de différence pour ces comportements-là, du moins. Là, okay? En tout cas, pour les résultats en lien avec les facteurs socio-économiques. Fait que c'est la même chose. Bonne question, merci. Ah, ça, ouais, on l'a fait dans une autre recherche qu'on a présentée, là, les attaques patterns. On a découvert plein de choses vraiment intéressantes avec ça. Mais je ne suis pas venue confirmer cette information-là avec celle-là. Ça, je l'ai comme considéré comme 2 recherches différentes. Je ne suis pas certaine que ça me donnerait plus d'infos. Parce que, tu sais, souvent, mettons, l'heure qui nous attaque, c'est pas la vraie heure, hein, parce que dans le fond, l'heure qui m'arrive, c'est un peu je pense que c'est tout remis sur le méridien de Greenwich. Là. Fait que ça ne veut pas dire qu'il m'attaque à 8 heures pour moi, que c'est 8 heures pour lui, là, évidemment. Donc, j'étais capable, quand on regardait des calendriers d'attaque, on était capable de dire clairement, lui, c'est un acteur étatique, puis il travaille de 8 à 5, puis son 8 à 5 équivaut à mon minuit à quelque chose. Fait que ça, on était capable de le faire. Fait qu'on savait à peu près c'était quoi son time zone. Puis souvent, ben là, les acteurs étatiques venaient de la Chine, dans la plupart des cas. On les voyait très clairement. Il y avait des fins de semaine, ils prenaient des vacances. Là. Mais je n'ai pas repris ça dans cette recherche-là, mais je pense pas que ça me donnerait plus. Là, donc, ouais. Oui. Tous les attaquants dans la salle présents vont probablement faire ça. Mais en criminologie, on dit toujours que les attaquants ne sont pas très intéressés par nos conférences. Mais je veux dire, oui, ça serait une possibilité. Puis on communique vraiment beaucoup l'information. Tu sais, puis dans des présentations précédentes, on a dit comment s'appelaient nos honeypots et tout ça. Mais tu sais, la recherche, elle évolue vraiment. Tu sais, ça veut dire que ma recherche est faite, elle est finie. Il n'y a rien qui peut l'influencer maintenant. Là, j'ai mes résultats. Mais là, bon, dans le futur, est-ce que ça devra être considéré? Peut-être, effectivement. Je viens de créer un billet pour les futurs chercheurs. Désolée. Mais c'est